Sakweli. Et on le disait ce matin, Kalatoumi Abdelhadi, vous recevez le président du conseil départemental, Benissa Ousseni. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour monsieur, bonjour à toutes et à tous. Benissa Ousseni, bonjour. Bonjour à tous les Mahorais. Avant que nous commencions, Kala, permets-moi de souhaiter un bon ramadan à tous les Mahorais, plein de sérénité. Et Kala accepte nos ibadas. Kala accepte nos ibadas. J'ai failli avoir une petite confusion. Ah bon? Kala, oui. Non, pas toi, Kala. Non. Toi aussi qu'il accepte les tiens. Bon, on va commencer l'émission. Benissa Ousseni, d'abord, je vais vous faire réagir sur l'actualité. L'arrêté préfectoral sur l'interdiction de vente, de port et de transport de machettes est sorti. Une interdiction valable 1 mois. Alors, 1 mois, on se dit c'est trop court, non? C'est très court, mais c'est un essai. Il faut mettre les choses en place, voir quelles en sont les conséquences. C'est un instrument qui est aussi utilisé beaucoup par nos agriculteurs et il faut faire la part des choses entre ceux qui utilisent ces outils-là comme étant un outil de travail et que ceux qui utilisent comme une arme. Donc, il faut faire la part des choses. On fait cet essai-là et je suis convaincu que le préfet prolongera cet arrêté-là. Après, une première expérimentation qui vient d'être mise en place. L'autre actualité également, c'est la MDPH. Je ne sais pas si vous avez vu au journal du 19h d'hier soir. En tout cas, on a entendu des salariés parler de leur désarroi après les longs mois de mouvement social que l'on a connu. On parle de mise à l'écart, de l'espèce de forme de harcèlement. Comment le département se saisit de tout ça? Comment on se saisit de tout ça? On a mis en place une enquête interne effectuée par quelqu'un qui n'est pas justement d'un MDPH, qui va écouter l'ensemble des agents et nous sommes à l'attente de leurs conclusions. Ça, on leur avait déjà dit lors du mouvement. On leur a dit que quand tout sera calme, on va mettre en place cette enquête-là. Celui d'écoute. Cette personne va les écouter, recueillir les sentiments des uns des autres, mais surtout expertiser la situation réelle. Parce qu'il est très facile de porter des accusations. Lorsqu'on ne fait pas d'un élu, on a tendance à porter des accusations. Comme dit-on, quand on n'aime pas son chien, on accuse qu'il a la rage. Donc, vous pensez que c'est peut-être un peu exagéré tout ça? Je le dis, je n'ai pas de conclusion. Aujourd'hui, nous avons diligenté un expert pour écouter les agents de la MDPH et on tirera les conclusions selon les informations qu'il aura remontées. Et des décisions seront prises en fonction de la conclusion de cette enquête. Venons-en, cette convention que vous avez signée cette semaine avec le ministère des Affaires étrangères. Désormais, Mayotte va avoir son représentant dans les ambassades de la région, comme au Maurice, Madagascar ou encore au Mozambique. Quel sera le rôle de ce représentant? D'abord, vous dire que c'est une convention importante. Mayotte doit se faire connaître. Il faut que aussi les territoires, les pays autour de nous reconnaissent l'appartenance de Mayotte dans la France. C'est qui est compliqué en ce moment. Nous avons la convention de coopération régionale à faire signer aux pays aux alentours et nous sommes souvent confrontés à cette réalité-là, notamment avec la Tanzanie, avec qui nous commerçons pas mal, mais qui jusqu'aujourd'hui a des difficultés à signer la convention de coopération avec nous parce que il croit que Mayotte est encore une colonie française, que c'est la France qui s'est imposée à Mayotte, mais il ne voit pas que c'est les Mahorais qui ont fait ce choix-là. Ce travail-là doit être fait avec l'ensemble des pays autour de nous et même un peu plus loin. Lorsqu'on a pris le temps d'échanger, on a pu échanger avec la Mozambique, ils ont fini par signer parce qu'ils ont compris que c'est le choix des Mahorais. Donc d'abord, cette convention-là a pour objectif de permettre au département de Mayotte de faire ce travail-là. Donc ce représentant dans les ambassades, il aura à discuter avec les chefs d'État. Dont l'objectif, justement, dont l'objectif pour nous, c'est d'avoir des représentants pour parler au nom du territoire de Mayotte dans ces pays-là. Ce que nous souhaitons, c'est que nous n'avons pas d'ambassadeurs. Enfin, nous n'avons pas des gens qui peuvent avoir le statut directement d'ambassadeur. Donc, nous allons placer des agents dans les ambassades. Ils seront d'abord, dans un premier temps, formés. La Convention le prévoit. Former ces agents-là pour effectivement pouvoir discuter
avec les représentants de ces pays-là au nom de Mayotte. Faire des ouvertures et les élus suivront pour aller... Mais est-ce que on a des ambassades, notre pays, la France, a des ambassades. Du coup, est-ce que ces ambassadeurs n'auraient pas pu faire ce travail? Les affinités ne sont pas les mêmes. Moi, je vous dis, vous savez, Kala, que vous-même, vous avez plus de facilité de contacter un ministre malgache que nos ambassadeurs. Vous dites, oui, ils ont de légitimité, mais le contact est beaucoup plus facile entre nous les Maoris et certains territoires parce que nous partageons non seulement une frontière commune, mais une histoire commune, une culture commune. Nous nous connaissons. On arrive facilement à échanger avec les Tanzaniens. Et surtout, c'est que les langues se dénouent plus vite quand c'est entre nous et nos voisins que quand c'est, vous le savez très bien. Donc l'objectif pour nous, de prendre le taureau par les cornes et d'aller faire ce travail-là de lobbying, de reconnaissance de Mayotte dans la zone. Et comment ça va se passer avec les Comores? Ils sont dans le plan. Ils sont aussi dans le plan. Nous envisageons aussi, pas aujourd'hui ou demain, mais d'avoir quelqu'un aussi sur place au sein de l'ambassade de France aux Comores pour là aussi travailler au quotidien avec les autorités comoriennes. Vous ne pensez pas que ce soit un travail vain? Parce qu'ils le savent en fait aux Comores que Mayotte veut rester français. Non, pas seulement ça. C'est pas le savoir. Le savoir, ils le savent, mais c'est l'accepter qui est plus compliqué. C'est un travail qui va être beaucoup plus compliqué, effectivement, avec les Comores que les autres territoires. Mais le travail, là aussi, on le mènera. On mènera ce travail-là. Qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a un autonomiste qui arrive à la tête du département et que finalement il fait le travail contraire? Excusez-moi. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est une convention de 3 ans. Ce n'est pas une convention d'éternité, c'est une convention qui prend cette mandature. Parce que dans cette mandature, l'ensemble des élus, les 26 élus du département, au conseil départemental, l'ensemble des élus sont convaincus de l'appartenance de Mayotte française et aucun ne s'inscrit dans une logique d'autonomie, d'indépendance. Au contraire, nous, ce que nous voulons, c'est plus de France aujourd'hui à Mayotte. Donc d'abord, c'est une convention de 3 ans. Et je reste convaincu que l'ensemble des élus maoris et tous les maoris aujourd'hui, très peu, s'inscrivent dans une logique d'autonomie. Et puis un élu, c'est un représentant d'une population donnée. Donc, il ne fait que reprendre les aspirations de la population. Donc, si c'est un élu veut respecter les personnes qui lui ont donné mandat, il ne s'inscrira pas dans une logique d'autonomie. Sauf s'il l'a dit avant et que la population a voulu envoyer un autonomiste. Zoria. Oui, alors, vous avez dit au départ, ce sont des élus ou... Non, non. J'ai entendu que ça ne sera pas des élus, mais des personnes qui vont être formées. Mais je m'interroge également sur leur légitimité. Ce sont des agents, encore une fois. Ouais. Ce sont des agents donc, du conseil départemental. Qui va payer. Ce sont des agents du département rémunérés par les départements qui seront positionnés dans les différentes ambassades et qui vont faire le travail de contact entre nous. Mais ce n'est pas que de travail diplomatique, ils vont aussi accompagner les opérateurs économiques des différents forums. Je prends par exemple au Mozambique, il y a un grand forum économique qui se fait chaque année. Il aura le rôle de faire des ouvertures, prendre des contacts. C'est une lourde responsabilité. Oui, c'est une lourde responsabilité, oui, c'est un gros travail que nous devons faire. Encore une fois, pas que diplomatique, c'est culturel, c'est économique, c'est social. Est-ce que tous les achats de la coopération passeront par lui. Les athlètes maoris pourront brandir les couleurs tricolores? C'est aussi, ça fait partie des missions amenées. C'est partie de mission. Pour l'instant, nous avons ciblé quelques pays, mais l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'aller jusqu'à Maldives pour effectivement échanger avec eux, pour que enfin Mayotte puisse déjà intégrer le comité océan Indien. C'est important, plus pour être connu, reconnu au sein de ce comité, et à terme, effectivement, travailler sur les Jeux des îles. Je le dis, parce qu'il faut aussi savoir que effectivement, Mayotte s'inscrit dans la logique d'organisation des Jeux des îles, pas malheureusement en 2027, mais en 2036. Ça se prépare. Le 18 avril, il y aura la conférence des diplomates ici à Mayotte, c'est quoi? C'est l'ensemble des corps diplomatiques de l'État qui vont venir... de toute la France? Oui, de toute la France. Bon, on espère. Bon, en tout cas, beaucoup viendront pour effectivement faire leurs conférences, pour parler de leur mission, pour parler de ce qu'ils font au quotidien. Et ce sera l'occasion pour nous aussi, pour retravailler avec eux sur le cas Mayotte. Un autre sujet, Benissa Osseni, vous avez lancé une étude pour voir s'il ne faut pas ou s'il faut garder les caddies au sein du
département, en tant que salarié du département. Pourquoi? Non, vous vous trompez dans l'interprétation. J'ai lancé une étude de réflexion sur la place du CAVI au sein de l'administration du conseil départemental et comment redorer la légitimité au CAVI. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde croit, et je l'entends, et on n'a pas peur de me le dire, que le CAVI parle à mon nom. Oui, c'est un agent de l'administration, que toutes les questions concernant l'administration, oui, le CAVI était représentant du conseil départemental, là on ne peut pas faire autrement. Sur les questions religieuses, il est beaucoup plus compétent que moi pour statuer sur les questions religieuses. Malheureusement, il n'a pas toute la latitude et la liberté d'expression parce qu'aujourd'hui, le grand CAVI a un certain nombre d'autorités au-dessus de lui. Il y a de la hiérarchie, il a un DGA au-dessus, il a un DGS, puis les élus au-dessus de lui. Donc, pour parler, il faut qu'il d'abord ait l'autorisation de tout ce beau monde-là. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut trouver une vraie place au grand CAVI qui lui donne toute la latitude de faire son travail. Donc vous allez le sortir du dispositif département, j'ai envie de dire, et qu'ils aient leur liberté. C'est une étude que nous menons. Je n'ai pas encore la conclusion. Je n'ai pas encore quel est le statut qui serait le plus adapté pour donner plus de liberté au CAVI, mais nous menons certaines réflexions. Est-ce que c'est en restant aujourd'hui au conseil départemental qu'on donne la légitimité au CAVI? Est-ce qu'il faut créer une structure annexe au conseil départemental? Ce que je peux dire, aucun CAVI ne se retrouvera aujourd'hui à l'extérieur. Ils garderont leur statut de fonctionnaire, mais leur donner de la latitude pour travailler et pour avoir plus de légitimité. Le stade de Cavani, toujours pas démantelé. Hier encore, il y avait des démolitions, des bâches. Vous en êtes où aujourd'hui au niveau de la sécurisation des lieux? Parce que tous les soirs, d'autres personnes s'y installent. Moi, je vous le dis une chose. L'étape la plus importante, et j'ai échangé avec le préfet aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit, c'est la démantélisation totale. Il faut démanteler totalement le stade de Cavani. À partir de là, le conseil départemental prendra le relais. Moi, aujourd'hui, effectivement, c'est un souci. Je ne dis pas que c'est un souci. Je dis au préfet, moi, je ne me pose plus de questions. Combien de personnes sont au stade de Cavani? Qu'il y ait des gens qui rentrent le soir pour venir dormir là-bas. Lorsqu'on aura complètement rasé les cases qui sont là-bas, nous, on fait mettre en place un système de sécurité pour que personne ne rentre dedans. Tant qu'il y aura une tente seulement là-bas, les gens viendront dormir dedans. Ça, c'est une réalité. 10, 20, 50. Donc, je demande au préfet d'accélérer aujourd'hui le démantèlement, le décasage là-bas, pour libérer complètement les lieux. Et nous, on mettra le système de sécurité. Et surtout, dans la foulée, on démarrera le travaux de sécurisation là-bas, la clôture et autres. Et aussi les travaux pour finir enfin ce stade-là. Justement, Mohamed Amissi, qui était avec nous lundi, proposait que l'on détruise entièrement ce stade parce qu'il y a tellement de malfaçons et il n'est pas le seul à avancer cette idée qu'en 10 ans, presque 10 ans, on n'a pas réussi à finir le stade et qu'il y a tellement de malfaçons aujourd'hui qu'il faudrait peut-être tout raser et recommencer à zéro. Je ne crois pas que c'est la solution. Encore une fois, aujourd'hui, nous inscrivons plutôt dans la logique de finir. Oui, s'il y a des défauts, il faut rectifier des défauts aussi. Est-ce que ça ne va pas coûter encore plus cher de... Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça va coûter plus cher. On a déjà mis beaucoup de moyens sur le stade de Cavani. Vous savez, le stade n'a pas commencé sous mandature. Il a commencé depuis très longtemps, effectivement. Mais aujourd'hui, il faut finir ce stade-là. Et il faut donner les moyens, souvent, de l'achever définitivement. Ce que j'avais souligné lundi, c'est qu'aujourd'hui, les deux stades du département ne sont pas aux normes. On a le stade de Cavani, on a le stade de Chiconi, pas aux normes non plus. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas essayer d'arranger Chiconi? Excusez-moi, Chiconi, c'est un autre problème. On ne l'a jamais redémarré. Je dis, c'est le Chiconi, c'est le stade de Chiconi qui a été construit et peut-être aux normes il y a je ne sais plus combien d'années qu'il faut reprendre. Oui, il y a un projet de rénovation du stade de Chiconi, mais je le dis aussi, nous avons surtout le projet de la construction du centre sportif de haut niveau à Dabo. Le projet de la construction du centre sportif de haut niveau à
rapidement possible. Moi, c'est quand le plus rapidement possible? Ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. Oui, parce qu'on n'a pas encore stabilisé. Il y a deux éléments. Vous savez comment ça se passe à Mayotte. Même si le terrain appartient au département, au moment d'attaquer, tu as toujours un qui sort. Oui, mais mon grand-père est enterré par ici, ma maman est ici, qui rend les choses très compliquées. Le bout là, de mon nombril a été enterré par là, et ça rend les choses très compliquées à mettre en place. Donc, et aussi, il y a aussi la stabilisation budgétaire. Moi, je ne vais pas non plus mettre ça simplement sur le dos des Mahorais. Il y a aussi la stabilité budgétaire qui n'a pas encore été, mais nous sommes en train, je suis convaincu qu'on va pouvoir aboutir à ce projet-là. Et c'est le projet, pour moi, aujourd'hui, prioritaire. Oui, il faut rénover le stade de Cavani. Oui, il faut, enfin, le stade de Chikoni. Oui, il faut travailler le stade de Pamandzi, mais je dis surtout, la priorisation que j'ai mis en place, c'est ce centre sportif à Maramani. Ce n'est pas Mtsangamouji, hein. Je le précise bien. Celui de Mtsangamouji est déjà en route, c'est ça. On n'a pas de stade communal. Le gymnase, il avance bien. Mais vous comprenez le désarroi aujourd'hui des sportifs quand on voit tout ça quand même? Oui, je le comprends. Je suis un ancien sportif, je sais que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut prioriser les choses et aller à fond devant. Je le dis encore une fois, stade de Cavani et le centre sportif de haut niveau, parce qu'on en a besoin. Vous savez, on a une convention qui nous coûte très cher, qui consiste à envoyer nos athlètes à La Réunion, par ici, par là, pour aller... Ça nous coûte très cher. Et puis surtout, nous savons comment nous sommes traités ici et là, à l'extérieur de Mayotte. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est avoir un outil à nous, et je suis convaincu que cet outil-là, c'est d'abord le stade de Chirogui. Dernière petite question. Flyly, cette nouvelle compagnie, le département a proposé d'entrer à 52% dans son capital. Cette nouvelle compagnie aérienne semble plutôt plaire au département. Quelle est la différence entre cette compagnie et le projet Zena Airlines? Par contre, vous me donnez une information que je n'ai pas. Ah bah j'ai des informations. Je n'ai jamais su que le conseil départemental veut rentrer sur Flyly à hauteur de 52%. C'est l'information que j'ai reçue. Je n'ai jamais entendu simplement que le département entrerait même à 1 ou 2% sur le projet Flyly. Je ne me suis jamais exprimé dans ce sens-là. Ce que je dis, j'ai effectivement une nouvelle compagnie vient s'installer à Mayotte et le rôle du département, c'est d'encourager parce qu'il en faut. Il faut une concurrence, il faut trouver une solution pour tirer les prix par le bas. Et la grosse différence entre cette compagnie-là et Zena, c'est que cette compagnie est déjà créée. Ils ont leur avion, ils ont leur équipage et surtout, ils ont leur CTA. Donc, ils sont prêts à voler maintenant. Donc, le département se tient à disposition et accompagnera toute initiative qui viendrait accompagner notre territoire dans son désenclavement aérien, que ce soit celui-là ou un autre. Moi, j'accueille ce projet-là avec joie parce que Mayotte en a besoin. Merci beaucoup, Benissa Ousseni, pour cet entretien. Vous restez avec nous pour la suite. Forfait Marahabaza Only, Nala Matinale, Wasumbushriani Ntsumunjema.